Donc, effectivement, vous partagez quelques mots d'où on en est en fait dans la dynamique de la science ouverte en France. Donc, effectivement, comme c'était introduit, enfin, je pilote effectivement Recherche DataGouv et au titre et je dirais en complément, enfin, c'est une des actions en fait du plan national pour la science ouverte et aussi de la politique que je porte en tant qu'administratrice des données, des algorithmes et des codes sources. Donc, l'idée était quand même de vous balayer ce qu'est le plan national de la science ouverte, ce qu'il a produit après effectivement 2 millésimes, je dirais, ce qui nous reste à faire. Et effectivement, Recherche DataGouv est une des actions les plus emblématiques et au sein du deuxième plan national qui se découpe en 4 axes. Un axe qui concerne la généralisation de l'accès ouvert aux publications, le deuxième qui est structuré, partager, ouvrir les données de la recherche, le troisième qui parle de l'ouverture et de la promotion des logiciels issus de la recherche et tout particulièrement ceux dont le code source effectivement est ouvert. Et le dernier axe qui concerne la transformation des pratiques. Et donc dans le plan national, je pilote l'axe 2 et 3 tout particulièrement, plus une partie des actions de l'axe 4. Donc effectivement, ma mission est autour des données de recherche et aussi des logiciels de recherche. Donc un plan, la France était dotée d'un premier plan en 2018 et c'était dans ce premier plan qu'il était annoncé effectivement la volonté par la ministre, c'était la ministre de l'époque qui était Frédérique Vidal, tenait beaucoup à ce qu'il puisse y avoir une action en faveur des données, de l'ouverture et du partage des données de recherche, et donc la nécessité, en complément des infrastructures comme la vôtre qui existait déjà, donc du pôle comme le vôtre et donc de l'infrastructure Dataterra notamment, qui permet effectivement l'ouverture, le partage, le traitement et la bonne gestion des données de vos domaines, qu'il puisse y avoir effectivement une offre beaucoup plus générique et nationale de façon à ce qu'il y ait effectivement une facilitation possible, apporter un accompagnement à l'ensemble des communautés de recherche. Donc c'était inscrit dans le premier plan et ça a été rendu possible effectivement grâce au deuxième plan. Donc peut-être juste pour vous balayer, parce que ça vous donnera quand même une idée de la dynamique aussi nationale en termes de sciences ouvertes, avant de faire un focus sur Recherche DataGouv et aussi sur un petit volet logiciel. En termes d'éléments de bilan, donc celle-ci, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais comme vous aurez les planches, vous pourrez les regarder. Les étoiles représentent effectivement les actions les plus emblématiques, les actions phares que l'on a conduit effectivement sur l'échéance 2021-2024. Donc les deux du milieu concernent effectivement les données de la recherche et la suivante, les codes sources. Et donc vous voyez effectivement des sujets qui ont 4 étoiles, comme le fait de créer effectivement recherche d'application. Autre point que vous connaissez peut-être moins, il existe un baromètre en fait, de la science ouverte depuis maintenant 5 ans, mais depuis l'an dernier, en fait, depuis 2023. Donc baromètre 2023, mais qui parle effectivement de 2022. Il y a aussi finalement, au-delà des publications et de l'accès ouvert et de la publication en accès ouvert des publications, qui était effectivement un des premiers axes du baromètre, on a créé depuis l'an dernier en fait, le baromètre aussi bien des données ouvertes de la recherche que des codes sources ouvertes de la recherche. Et donc, ce que cela dit, c'est que 65% des publications sont en accès ouvert aujourd'hui. Et donc, on a une progression dans tous les domaines disciplinaires de plus 27% en 4 ans. 77% des tests soutenus sont en accès ouvert. Il y a eu un travail aussi particulier que l'on suit, qui est celui des résultats d'essais cliniques partagés au bout de 3 ans, où là, effectivement, on s'aperçoit que le monde académique n'est pas forcément effectivement celui qui ouvre le plus par rapport au monde industriel, comme vous pouvez le voir sur la planche. Et donc, comme je vous disais, depuis l'an dernier, on essaie de tracer effectivement d'avoir une idée effectivement sur le nombre effectivement de données ouvertes. Donc c'est compliqué de construire cet indicateur puisque finalement on se base sur les publications. Et donc c'est au travers d'un travail sur le texte intégral des publications que les équipes repèrent
effectivement quelles sont les publications qui effectivement précisent qu'elles ont créé ou travaillé effectivement sur des données déjà ouvertes et qu'elles-mêmes effectivement déclarent publier ou partager, ouvrir ou partager des données. Donc en fait on est sur un indicateur à 22% qui augmente un petit peu. Là on n'a pas encore publié des chiffres de l'année 2024 pour 2025 et donc on est sur un indicateur un peu supérieur mais à peine, et 19% ont des codes logiciels déclarés comme partagés, alors qu'on sait qu'en réalité on en a beaucoup plus qui sont ouverts, et comme je vous dis c'est vraiment l'indicateur de ce qui est associé à une publication. Et élément à savoir, c'est que ce baromètre, 70 des établissements le déclinent aussi par des baromètres locaux. Donc n'hésitez pas à consulter le baromètre si vous ne le connaissez pas. Et dans le contexte du comité pour la science ouverte, en fait, nos travaux ont conduit effectivement à un certain nombre de livrables du comité pour la science ouverte, où ce sont des collègues qui travaillent au travers de collèges, notamment collèges dédiés au logiciel ou collèges dédiés aux données, pour à la fois effectivement proposer ce qu'on appelle des passeports, donc qui peuvent effectivement être une première approche pour les équipes de recherche, une première approche de sensibilisation ou sur des sujets beaucoup plus spécifiques que la science ouverte de façon générale. Et après, au-delà des guides, par exemple, si on est sur les données, comment finalement les bonnes pratiques pour partager les données liées aux publications scientifiques qui font partie des guides. Et après, on a un certain nombre d'études ou de rapports qui sont conduits effectivement aussi par ces collègues et qui aboutissent souvent à des projets beaucoup plus concrets. Ça a été le cas, par exemple, effectivement, avec la création de recherche DataGo. Et donc tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sur le site Ouvrir la Science, dont le lien est présenté et précisé ici. Ce qu'on a conduit également en 2024, c'était une enquête en fait pour voir effectivement comment finalement cette politique, cette dynamique nationale que l'on accompagne au travers du plan se déclinait dans les établissements, et donc les établissements qui s'étaient dotés petit à petit effectivement d'une politique incitative de sciences ouvertes. Et donc cette enquête a permis effectivement de mettre en évidence sur 107 établissements qui ont répondu que 57% en fait s'étaient dotés en fait d'un document cadre de politique de sciences ouvertes et qui adressait effectivement un certain nombre d'éléments. Donc en tout premier lieu effectivement la thématique des publications et de l'ouverture en accès ouvert, c'est ce qui est finalement le plus simple et que l'on constatait effectivement depuis plusieurs années, parce qu'il y avait souvent des politiques qui ne parlaient que de l'accès ouvert, puisque finalement les équipes de recherche, c'est un travail qui peut se faire a posteriori, et donc finalement délégué souvent aux collègues en charge des bibliothèques ou de la documentation. On voit petit à petit effectivement arriver le sujet des données, donc on l'a vu arriver, de la formation, des principes PERP, de l'évaluation, effectivement de façon plus confidentielle, je dirais, le sujet des algorithmes et des codes sources. Ce que l'on observe effectivement, vous le voyez, entre 2018, donc date du premier plan de la science ouverte, où il y avait très peu d'établissements qui avaient un document en la matière. On voit aujourd'hui, en 2023, c'était 51,4% qui en avaient un, et aujourd'hui, comme je vous le disais juste avant, on est à 57% en 2024. Et parmi effectivement les établissements qui ont pu répondre, donc en fait tous n'ont pas répondu à toutes les questions, mais sur les 107 répondants, on en a eu une centaine qui ont aussi effectivement exprimé qu'ils avaient finalement identifié une personne et qu'ils avaient mis effectivement, chargé effectivement une personne au sein de l'établissement en charge des questions de sciences ouvertes à l'échelle de l'établissement, et puis également construit petit à petit un certain nombre de réseaux. Donc 79% ont vraiment une personne dédiée et 81% ont un réseau de personnes qui accompagnent en fait les équipes de recherche, les laboratoires dans une démarche de sciences ouvertes.
Également, donc je vous balaye très rapidement l'enquête est en ligne sur Ouvrir la science si vous voulez la consulter de façon plus exhaustive. Ce que l'on a pu voir dans publication, évidemment, beaucoup d'établissements disposent d'un portail institutionnel Sural. Et un certain nombre ont des structures éditoriales à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des presses universitaires notamment, où ils portent des journaux. Et lorsqu'on parle en fait de données, et c'est là qu'on a un des premiers indicateurs qui nous permet effectivement de voir que finalement la solution Recherche DataGouv était une solution nécessaire et utile, c'est qu'on voit qu'on a un certain nombre d'établissements qui se sont dotés d'entrepôts de données institutionnels, ce qui n'était pas le cas quand on regarde 3 ans en arrière, et que majoritairement, effectivement, ils ont utilisé l'espace de données de Recherche DataGouv, et donc ils créent des espaces de données institutionnels au sein de l'offre mutualisée Recherche DataGouv, qui est donc la plateforme qui porte entre autres la plateforme nationale des données, et que donc c'était pas inutile, bien au contraire de la créer, et ça a permis surtout effectivement d'avoir une mutualisation des efforts au lieu d'avoir une dispersion effectivement de solutions techniques dans l'ensemble des établissements. Quand on regarde le volet algorithme et logiciel, en fait, quand les collègues nous répondent, les établissements nous répondent, on voit effectivement que c'est moins avancé en termes de recommandations, aussi bien sur l'usage des forges logicielles ou sur finalement un recensement des logiciels qui existent. Donc c'est assez paradoxal parce qu'on sait que le logiciel est très avancé en termes d'ouverture de son code, avec l'émergence effectivement dès les années 1980, finalement des licences libres logicielles. Donc la communauté est très avancée, mais pour autant c'est quelque chose qui n'est pas forcément perçu ou accompagné à l'échelle des établissements. Et ce que l'on a pu aussi observer dans cette enquête, c'était pour demander quels étaient les plus gros obstacles qui existaient pour avoir une transition vers la science ouverte. Donc ça, c'est aussi riche d'enseignements, parce qu'on voit en fait que les craintes qui existaient il y a 4 ans ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Celle qui arrive en premier lieu, c'est effectivement la pratique disciplinaire, les pratiques disciplinaires différentes. C'est-à-dire qu'au début du mouvement où le sujet était, les établissements se sont emparés du sujet, ils pensaient qu'ils pourraient accompagner finalement l'ensemble des communautés de recherche de façon probablement assez uniforme, et chemin faisant, et surtout en rentrant dans la spécificité des données, autant effectivement on peut accompagner de la même façon l'accès ouvert des publications, autant sur les données, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, qu'il y a effectivement tout ce qui consiste effectivement à avoir des ontologies, des vocabulaires contrôlés très spécifiques selon les domaines disciplinaires. Donc là, le premier point qui est mis en avant, c'est pratiques disciplinaires différentes, fait qu'il ne peut pas y avoir un accompagnement généraliste, bien évidemment. Et la deuxième résistance, qui là aussi, vous la voyez ressortir, c'est partage et mise à disposition des données. Il y a une résistance très forte qui ressort de la part des équipes de recherche, toujours et plus en plus, et surtout avec la demande qui est faite de plus en plus forte de la part des éditeurs de disposer des données en appui aux publications. Et la résistance la plus forte est l'inquiétude toujours de se faire effectivement que d'autres équipes de recherche s'emparent des données et puissent publier des travaux avant même l'équipe de recherche. Donc le besoin effectivement de rappeler que c'est toujours un choix de l'équipe productrice, de quel type de données elle veut partager et à quel moment. Et donc on a encore un gros travail sur ce sujet en fait d'incitation et finalement d'évangélisation, j'allais dire, ou d'explication sur on n'ouvre pas tout n'importe comment, et personne ne l'impose aujourd'hui, c'est vraiment à la main des équipes de recherche. C'est une incitation qui est beaucoup demandée effectivement par le monde des éditeurs et aussi par le monde des financeurs, et que surtout il faut gérer et raisonner les données que l'on veut partager et ouvrir et le plus tôt possible dans le cadre du projet de recherche. La planche suivante, je ne la commande pas, vous pourrez la voir, c'était voilà, par rapport aux actions nationales que l'on peut porter et financier, même si ce sont les établissements qui les développent, et on cherchait quand même à savoir si elles étaient utiles à la communauté ou pas, et globalement, elles sont plutôt appréciées.
Et donc à titre de conclusion pour cette enquête, ce que l'on a pu effectivement fortement ressortir, c'est qu'on avait des politiques d'établissement de plus en plus structurées, qu'il y avait un bon accueil effectivement des initiatives nationales, de plus en plus de personnes dans les établissements dans la science ouverte et de plus en plus d'initiatives aussi dans des domaines disciplinaires différents, que la mise en œuvre de stratégies de sciences ouvertes portait de plus en plus sur un nombre diversifié, j'allais dire, d'objets, mais toujours avec un gradient de maturité qui est le même. D'abord l'ouverture des publications, puis des données, des logiciels, et puis des sujets autour de la formation et de l'évaluation. Et évidemment qu'il reste encore un certain nombre de difficultés à surmonter, et comme je vous le disais précédemment, que cette difficulté est perçue comme plus importante qu'elle ne l'était au tout début, effectivement, de l'appropriation de la science ouverte par les établissements, du fait, effectivement, des différences entre les pratiques disciplinaires et des résistances aussi différentes selon les pratiques disciplinaires. Je me propose de vous faire, je ne serai pas très très longue, j'ai bien conscience que vous avez du retard, c'était focus sur les actions, sur les données. Donc je ne vais absolument pas toutes les balayer, vous pouvez les retrouver et dans l'enquête et sur le site Ouvrir la science. Mais vous redire qu'il y a effectivement un certain nombre de ressources pour la gestion et la diffusion des données de recherche qui ont été effectivement des ressources à la fois généralistes et beaucoup plus spécifiques. Donc un guide spécifique sur les données de la recherche, un sujet qui avait été de ma part une volonté, on était resté effectivement un sujet qu'on n'avait pas traité jusqu'à présent, qui est le sujet de l'archivage des données. Dans un premier lieu, c'était les sujets effectivement qui avaient été priorisés de gestion et d'ouverture et de partage, mais on a un vrai sujet aussi sur l'archivage des données, qui est un sujet très multifacette, stratégique, juridique, scientifique, technique, et donc c'est un projet qui est en cours de cadrage aujourd'hui, voir comment traiter effectivement ces multiples facettes dans le cadre des travaux de différents collègues du collège qui participent au collège des données du comité pour la science ouverte. Et puis vous dire aussi qu'on a souhaité, il va prendre sa place, effectivement c'est une nouvelle plateforme qui va prendre sa place directement au sein de Recherche DataGouv, créer en fait une plateforme de ressources juridiques sur le droit des données de la recherche, parce qu'on s'aperçoit effectivement que selon les établissements, le droit des données de la recherche n'est pas toujours interprété de la même façon par les services juridiques ou de valorisation des établissements. Donc on avait besoin effectivement de pouvoir poser aussi une interprétation assez générale du droit des données de la recherche. Et donc ça, c'est une plateforme juridique a été confiée en fait en tout premier lieu à Agnès Robin, dont c'est le sujet de recherche, le droit des données de la recherche. Donc il a effectivement publié un ouvrage il y a quelques années. Donc là, c'est, je dirais, la traduction, la vulgarisation de son ouvrage. Comme elle dit souvent, le droit est écrit en français, mais c'est une langue étrangère. Donc c'est comment effectivement beaucoup plus effectivement rendre appropriable le cadre juridique autour des données de la recherche. Et donc le site là, va rentrer la plateforme en phase de test, et donc on va l'ouvrir au cours du premier trimestre de cette année. Recherche DataGouv, donc pour vous en redire quelques mots, j'avais prévu quelque chose de succinct, donc s'il y a des questions, vous n'hésiterez pas, mais pour vous redire, Recherche DataGouv a été un projet qui a été conçu courant de l'année 2020 et 2021, et dont le projet a été lancé officiellement en tant que projet en juin 2021, avec une validation par le comité de pilotage de la science ouverte, qui est composé, ce comité de pilotage, des PDG des 5 plus gros organismes de recherche, des universités avec des représentants du 10 de France Université, des représentants aussi des conférences des écoles. Et donc, le sujet, lorsqu'on a préparé effectivement, pour répondre à cette demande qui avait été posée par la ministre dès 2018, 2017-2018 même, c'est de dire comment apporter une capacité, un accompagnement aux équipes de recherche sur finalement
voilà, ce travail qui est un travail scientifique à proprement parler, d'ouverture, de partage, de gestion des données de la recherche. Ce qui est ressorti dans les phases effectivement d'études, c'était que beaucoup d'établissements étaient en train de se doter effectivement de solutions techniques d'entrepôt de données pour permettre l'ouverture ou le partage, mais que finalement ce qui était laissé de côté, c'était la question effectivement de l'accompagnement des équipes. Donc aussi bien les chercheurs qui étaient sans solution effectivement d'entrepôt disciplinaire ont quand même dit qu'il nous faudra un entrepôt généraliste, mais avant tout on a besoin d'être accompagné finalement. Voilà, qu'est-ce que la fiabilisation des données, comment utiliser un plan de gestion des données, est-ce que c'est un document administratif ou est-ce qu'il peut me servir à autre chose. Et puis on avait surtout aussi contacté les différents pays qui disposaient déjà de solutions mutualisées à une échelle nationale pour avoir un retour d'expérience de leur part, et ils nous avaient dit surtout essayer de placer au centre pas tant une plateforme technique d'entrepôt de données ou de catalogue de données, mais de vraiment appuyer et accompagner les équipes de recherche. Donc c'est en ce sens effectivement que le concept de recherche DataGouv avait été un maillage d'accompagnement, un maillage en fait de dispositifs d'accompagnement qui puissent être complémentaires, donc entre des dispositifs comme c'était rappelé en introduction de la part de Sébastien, tels que Dataterra, enfin où effectivement et chacun dans vos pôles vous avez mis en place effectivement ces dispositifs depuis très longtemps. Comment guider effectivement et comment guider vers, quand les communautés ne savent pas, vers ce qui existe déjà, et comment au travers de Recherche DataGouv fédérer les initiatives existantes, très avancées depuis des dizaines et des dizaines d'années pour certains d'entre vous, et finalement avoir la complémentarité avec un accompagnement beaucoup plus généraliste sur le territoire au travers des ateliers de la donnée. Donc les grosses infrastructures spécialistes sur les données ont un rôle de centre de référence thématique au sein de Recherche DataGouv, et les ateliers de la donnée répartis sur les territoires, évidemment un accompagnement beaucoup plus généraliste. Donc Recherche DataGouv a été inaugurée par la ministre Sylvie Retailleau en juillet 2022, donc un an après le lancement du projet. On a ouvert ce qui est finalement une infrastructure de recherche nouvelle, généraliste, nationale, autour des données de la recherche. Au moment de l'ouverture, en juillet 2022, il y avait 5 ateliers de la donnée sur le territoire. Aujourd'hui, il y en a 22 et 10 qui sont en projet. Et il y a donc eu l'ouverture de la plateforme des données permettant à tout chercheur qui le souhaite de déposer ces données de recherche dans cet entrepôt généraliste. Et évidemment, les collègues en accompagnement sur le territoire, en tout premier lieu, renvoient vers des entrepôts disciplinaires, évidemment du domaine disciplinaire des chercheurs, et je dirais par défaut déposent sur Recherche DataGouv et l'entrepôt pluridisciplinaire. Donc, où on en est aujourd'hui en janvier 2025, donc 2 ans et demi finalement d'existence de Recherche DataGouv, on a 36 dispositifs d'accompagnement qui sont fédérés, entre disciplinaires et généralistes, quasiment 400 personnels qui sont mobilisés au sein de ces dispositifs répartis sur le territoire, 57 établissements ont fait le choix en fait d'ouvrir leur espace de données dans la plateforme nationale, c'est-à-dire certains ont abandonné en fait les dispositifs qu'ils avaient mis en place dans leur établissement. Ça leur fait un certain gain en termes financiers et de temps effectivement passé à administrer leurs propres entrepôts. Donc l'entrepôt est national et porté aujourd'hui par 6 établissements qui ont mutualisé leurs moyens en termes RH. Donc après, voilà, depuis l'ouverture, 3790 jeux de données ont été ouverts et sont disponibles avec un nombre de fichiers plus important, 1,7 million de téléchargements de ces jeux de données. Et aujourd'hui, ce sont 81 établissements qui sont responsables d'un ou plusieurs services au sein de Recherche DataGouv, parce qu'ils peuvent être à la fois responsables d'un espace de données en assurant effectivement la curation, la modération des jeux de données qui sont déposés sur leur espace, mais ils peuvent être également effectivement porteurs d'un service effectivement de l'atelier de données sur leur territoire. Et donc du fait de l'adhésion de 80 établissements, aujourd'hui on a constitué en fait une gouvernance permettant d'avoir un consortium et des conventions spécifiques avec chacun des établissements selon la nature des services qu'ils portent. Et en Europe, on contribue à EOSC de 2 façons différentes, au travers du projet Fidelis, dont on a été lauréat avec d'autres partenaires au niveau européen,
donc, du réseau des entrepôts de données de confiance généralistes. Donc on porte effectivement enfin on contribue à ce projet Fidelis. Et dans le cadre de Skills for EOSC, on est reconnu Recherche Data de Gouv comme un des centres de compétences de la science ouverte, où il y a effectivement 4 pays aujourd'hui qui ont été labellisés comme centre de compétences sur ce sujet. Et au niveau international, dans le contexte de la RDA, on a relancé en fait le réseau des services nationaux de données qui avait existé à un moment donné, c'était un groupe d'intérêt. Donc on l'a relancé depuis quelques mois. Et donc en remobilisant en fait les collègues qu'on avait rencontrés à un moment donné pour nous-mêmes structurer Recherche Data Gouv. Ça, je ne vais pas la commenter, c'est juste pour vous faire part aujourd'hui de l'organisation qui existait. Donc, comme si vous l'avez dit en introduction, effectivement, je suis directrice de recherche Data Gouv, mais en fait, il mobilise aussi un certain nombre d'acteurs aujourd'hui. Et donc, on a surtout un responsable plateforme que vous connaissez, qui est Richard Monreno, qui était directeur technique de Dataterra. Et aujourd'hui, c'est lui qui porte l'unité mixte de services qui porte la plateforme des données et qui est complètement responsable, effectivement, de la plateforme. Et donc, il fait partie de notre collège de coordination. Et donc, il a une action majeure dans le développement à la fois de l'entrepôt et surtout aujourd'hui du catalogue des données. Puis donc là, c'est toute l'organisation générale de fédération et d'accompagnement, enfin de coordination des dispositifs d'accompagnement qui, comme vous l'aurez compris, sont assez nombreux. Là, c'est notre dispositif de gouvernance, donc je ne vais pas le commenter. Et donc, juste pour finir, un petit focus sur les codes logiciels. Je m'aperçois qu'il manque une planche parce qu'il y a... Voilà, juste faire un focus aussi, vous pouvez le trouver sur Recherche Data Gouv. C'est la liste des entrepôts de confiance verts qui évoluent tout le temps et vers lequel on conseille aux chercheurs de déposer leurs données. Donc, je vous disais, c'est en dernier lieu qu'ils déposent leurs données sur Recherche Data Gouv. Et donc un focus sur les codes logiciels, juste pour vous mettre en évidence ce qui est fait en termes de dynamique autour de forges nationales logicielles, autour du code, d'un livret code source et logiciel, et surtout, ce qui est tout à fait à droite, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels issus de la recherche publique, qui a permis de mettre en évidence effectivement la richesse logicielle issue de la recherche, comment elle pouvait aussi se transformer, cette richesse logicielle du transfert effectivement, et avec de la création d'emplois et de start-up notamment, mais aussi effectivement combien effectivement les codes sources et logiciels de la recherche étaient très largement ouverts, leur code scientifique, enfin leur cœur scientifique était largement ouvert, puisque c'est le cas dans 69% des cas, et malgré tout ça n'empêche pas effectivement de faire de la valorisation économique de façon complémentaire à cette ouverture du code logiciel dans le cadre des stratégies de valorisation des établissements. Donc voilà ce que je voulais balayer rapidement, et la dernière planche dit ce que l'on poursuit et ce que l'on est en train effectivement de développer sur les logiciels avec des sujets. Aujourd'hui on passe de la science ouverte effectivement à un gros accent, et on soutient le réseau de la reproductibilité de la recherche, et notamment avec un accent sur la reproductibilité logicielle. Et je m'en arrête là. Merci pour votre attention, et je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir, si vous avez des questions, ou s'il y a possibilité d'avoir cette interaction avec des questions. Merci beaucoup. Alors, on avait dit qu'il n'y aurait pas de questions, mais j'en ai juste... D'accord, pas de souci. Non, parce qu'on a des préparateurs. J'ai juste une petite question de compréhension. Qu'est-ce qu'on entend par le mot établissement? Parce que c'est tellement divers. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est établissement, c'est université, et tous les établissements de l'ESR, donc quand on parle des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est université, école, organisme de recherche. C'est au niveau des organismes de recherche, c'est vraiment au niveau supérieur, c'est l'organisme en tant que tel. C'est l'organisme en tant que tel, c'est eux qui ont été effectivement, à cette échelle-là qu'on a fait l'enquête. Donc en fait, c'est toutes les structures, donc, puisque toutes les universités, toutes les écoles
Et voilà, on a 70 universités, 15 organismes de recherche et une myriade d'écoles, 250 qui sont considérées comme des grandes écoles, mais si on regarde toutes les écoles, c'est 4500, l'école du SUP. Donc toutes n'ont pas répondu à l'enquête, donc on a surtout les organismes de recherche et les universités qui ont répondu. Et en fait, ce sont voilà, les établissements qui sont tutelle d'unités de recherche.